Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir à l'auditorium et honorée de recevoir Monsieur le Premier ministre. Édouard Philippe, Monsieur le Premier ministre, asseyez-vous. On a un programme assez chargé de questions, d'interviews. Tous les invités du CRIP, qu'on appelle les Cripiens, les Cripiennes, mes chers Cripiens, mes chères Cripiennes, ont trouvé en arrivant dans leur chambre hier cet ouvrage, coécrit avec Gilles Boyer, l'homme avec qui vous travaillez en étroite collaboration depuis 2002 et qui, malgré cette longue collaboration, a pu rester votre ami. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, maire du Havre, vous avez accepté d'être avec nous ce matin parce qu'évidemment cette région a beaucoup de sens pour vous, parce que vous êtes curieux, parce qu'on vous a invité, et parce que vous êtes également membre du conseil d'administration d'Atos, qui est une société qui fait des petites choses dans le domaine informatique, numérique, digital. Vous avez une actualité assez chargée, puisqu'hier, la première d'Édouard, mon copain de droite, mon pote de droite, a été projetée à Paris. Pour ceux qui ne savent pas, Édouard a des amis de gauche, n'est pas sectaire, un ancien rocardien. On peut le rappeler, ça, hein, c'est vrai. C'est vrai, oui. C'est vrai, bon. Et hier, un journaliste qui le suit depuis longtemps a projeté la deuxième partie d'une série qui s'appelle « Édouard, mon pote de droite ». Vous êtes satisfait du résultat ? Oui. C'est toujours un peu bizarre de se voir. Oui. Bon. Autre actualité, c'est ce livre dont la promotion ne s'arrête pas. Il est sorti cet hiver. L'autre actualité, c'est l'actualité des régionales, même si vous n'êtes pas directement concerné. On a quand même, avant de prendre le fil de cette interview qui nous emmènera directement au livre, de vous interroger sur votre regard et sur ce que vous pensez du résultat de ces élections, à la fois en creux et en plein. En creux, c'est l'abstention, bien sûr. En plein, c'est le vote, ce qu'il peut dire, ses résultats. Bonjour David. Bonjour à vous, Cripiens et Cripiennes. Et merci de m'accueillir. Il n'y a rien de spontané chez moi à l'idée de passer un bout de matinée avec des gens qui font votre métier. C'est assez peu commun pour moi, je veux dire. C'est hyper sympa. Non, pas du tout. C'est que je fais partie de cette immense majorité de la population française qui est à la fois fascinée et un peu, il faut bien le reconnaître, effrayée, à la fois par sa méconnaissance, par la puissance que collectivement vous représentez face à la transformation majeure que vous permettez, que vous accélérez, que parfois vous essayez d'expliquer, sans que nous, simples mortels, nous ne la comprenions très bien, il faut bien reconnaître. Donc merci à vous de m'accueillir. Je dois à l'honnêteté de dire que je suis beaucoup moins spécialiste de la technique et de vos sujets que David. Voilà. Ce qui en dit long sur son incompétence en la matière. En cette matière aussi. Donc, immédiatement une question sur les régionales. J'avais pas plus facile. Bon. Il faudrait pour cela que vous me précisiez le statut de ce que je dis dans cette salle. Ah. Est-ce que c'est filmé ? Oui. Oui ? Alors, je vais vous parler des régionales. Donc c'est filmé, c'est tweeté, etc. Voilà. Je l'ignorais, donc c'est globalement un traquenard. Voilà, c'est ça. Donc je vais vous parler des régionales en vous disant ce qu'il faut en dire. Ouais. La première chose, c'est qu'évidemment, l'abstention étant considérable, mais quand on dit considérable, c'est quand même tout à fait considérable. C'est 10 points d'abstention en plus que la dernière municipale où ça avait été faible. C'est absolument considérable. Et c'est en soi, ça veut dire quelque chose. Le problème, c'est quoi ? Est-ce que ça veut dire que nos concitoyens s'en foutent du vote ou de la démocratie ? Je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire que la puissance
enfin la conscience de ce que voter n'est pas simplement un droit mais un devoir s'érode? Oui, peut-être. Est-ce que ça veut dire que peut-être ils ont considéré que le débat public qui précédait et les enjeux même qui étaient ceux d'élections départementales et régionales avaient du mal à les passionner? Oui, très certainement. J'observe, pour ma part, que dans les villes, dans les milieux urbains, je rencontre rarement des gens qui savent qui est leur conseiller départemental ou qui est leur conseiller régional. Et il m'est avis que si on se livrait à un rapide sondage, pour aller plus vite, on pourrait le faire avec des machines, sur la connaissance et la perception fine que vous avez du conseiller départemental de chez vous, on pourrait avoir des surprises, même 2 jours après l'élection. Donc, il n'est pas absolument impossible que, au fond, l'élection passionnant peu, la participation soit faible. Ce n'est pas illogique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de cette abstention forte? Alors moi j'ai une conviction là-dessus, c'est rien. On ne peut rien tirer. On ne peut pas tirer d'enseignement solide, robuste, d'une consultation où aussi peu de gens se sont prononcés. Ou plus exactement, on ne peut rien inférer de la façon dont cette consultation s'est produite et des résultats qu'elle a donnés pour avoir une forme de vision de ce que pourraient être celles qui suivront. En même temps, elle n'a pas vraiment profité au Front National, et même cette abstention du Rassemblement National, des électeurs traditionnels, on n'en tire rien non plus? Rien. Bon. Alors, en tout cas, moi, j'en tire rien. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vu fleurir comme explication sur le thème, le Rassemblement National a été réduit, je crois pas. Les partis de gouvernement se sont ancrés et ont montré combien sur le terrain ils résistaient et qu'au fond, il fallait, je crois pas non plus. C'est-à-dire que la droite n'a pas de raison de fanfaronner. Mais je pense que personne. Je veux dire, pas plus la droite que les autres. D'ailleurs, c'est magnifique cette élection. Sur le territoire métropolitain, tous les sortants ont été reconduits. Donc, grosso modo, et c'est mesurer la transformation majeure que révèle ce scrutin, quand il y avait une région à gauche, eh ben, elle est restée à gauche, et quand il y avait une région à droite, eh ben, elle est restée à droite. Donc, c'est majeur. Alors, je vais quand même... Non, ça c'est la deuxième chose. Pardon. Mais vraiment, je le dis, je ne crois pas qu'on puisse tirer de leçons définitives. En tout cas, ça me paraît très imprudent. Très, très imprudent. Voilà, ça c'était la deuxième chose. Ah, donc... Mais j'aime pas quand on m'interrompt. D'accord. Voilà, Ah non, mais très bien. Alors, page 52. Je reste dans les régionales, mais je fais un rétro au futur de Impression et ligne claire. Vous écrivez, vous racontez comment s'est passée la proposition d'Emmanuel Macron de faire de vous un Premier ministre. Il y a les législatives, ou c'est avant ou après, je ne sais plus, mais enfin vous en tirez un certain nombre de réflexions et vous écrivez ceci. C'est au moment où vous allez rejoindre Emmanuel Macron. Les derniers liens qui nous attachaient à la droite partisane se rompent, sans joie, sans bruit, au moins à ce moment-là. Et avec même une forme de tristesse. La fracture entre les différentes familles de la droite qu'une formation politique avait voulu réduire et qu'elle n'avait fait que masquer temporairement se révèle progressivement au grand jour. Tout ne prend pas forme à ce moment, des étapes suivront, parfois longtemps après, mais le système à droite est à bout de souffle. Et l'est-il toujours? Non, mais je ne vais pas commenter la vie d'une formation politique que j'ai largement contribué à créer. C'est votre bouquin, hein? Oui, c'est vrai. Et, voilà. Normalement, une formation politique. Alors, ok, on va répondre sérieusement. Une formation politique, d'abord, il n'y a pas de démocratie sans formation politique. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire une démocratie sans parti politique. On n'aime pas les partis politiques en France, et on a de très, 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 très bonnes raisons de ne pas les aimer. Mais il ne faut pas se raconter de blagues. Dès lors que vous n'avez pas de formation politique qui contribue à la structuration du débat public, vous avez une démocratie qui est en danger. Je suis profondément convaincu de ça. Profondément convaincu. Et un parti, ça sert à quoi? Ça sert à
plusieurs choses. Ça sert d'abord à créer et à organiser le débat public en produisant une forme de ciment idéologique et doctrinal. C'est-à-dire, grosso modo, ça sert quand même à mettre des idées dans le débat public et à les traiter. Ça sert ensuite à former des candidats, à les sélectionner, à les faire grandir. Et c'est très important aussi. Il n'y a plus, à mon sens, de ciment idéologique et de production idéologique ou doctrinale dans les formations politiques, dites les formations politiques de gouvernement telles qu'elles ont existé, telles qu'elles existent depuis longtemps. Et c'est absolument majeur. Je ne dis pas qu'il fut un temps où les formations politiques, même il y a 10 ans, même il y a 20 ans, même il y a 30 ans, étaient des lieux de création intellectuelle massive. Parce que ce serait exagéré. Mais il pouvait y avoir une forme de ciment doctrinal. Aujourd'hui, sur des très grandes questions, qui sont des questions importantes, vous n'avez même plus ce ciment doctrinal. Et vous avez même une forme d'écrasement des piliers intellectuels qui faisaient vivre ces formations politiques. J'en prends rapidement une dans chaque camp. Non, je vais même prendre la même dans chaque camp, c'est très intéressant. La relation à l'économie de marché dans son sens le plus large. Le Parti socialiste s'est construit, non pas explicitement, mais implicitement, sur l'idée qu'il représentait une force qui n'était pas exactement la social-démocratie, mais qui était une force de gauche, non communiste, et donc à l'aise avec l'idée du marché. Enfin, à l'aise, mais quand même. En Allemagne, les sociodémocrates à Bad Godesberg le disent explicitement. En France, on le dit pas complètement explicitement. Mais au cœur du Parti socialiste, il y a l'idée qu'on est presque un parti social-démocrate et on est à l'aise avec l'idée qu'il y a un marché, qu'il y a une croissance et qu'il doit être organisé, il doit donner lieu à beaucoup de redistribution, il doit être régulé, tout ce que vous voulez, mais enfin, il existe, il est là. Aujourd'hui, dans le bouillonnement, et j'essaie de le dire avec des mots positifs, parce qu'après tout, c'est un bouillonnement, dans le bouillonnement politique interne à la gauche, le positionnement de la gauche non radicale, communiste ou insoumise, sur cette question du marché, de la croissance, qui est, je le répète, au fond assez consubstantiel pour dire qui ils sont par rapport aux autres. Eh bien, ça n'existe plus. Ils ne savent pas si... Et c'est terrible à vivre pour eux. Moi, j'ai plein de copains là-bas. Enfin, moins maintenant, mais quand même, j'en ai. Ils sont moins nombreux, donc il y en a moins. Exactement. Voilà. C'est un combat d'attrition, je veux dire. Bon. Et c'est un peu la fin du combat. Donc, bon. Et donc... c'est facile à dire de la gauche. On va voir si vous dites pareil de la droite. Tu vois. Et... qu'est-ce que je disais ? Donc voilà. Donc cet élément qui est un élément intellectuellement constitutif n'est plus assumé et ils ne sont plus nulle part. Et c'est pareil à droite. Et c'est pareil à droite. Je vous donne un exemple vachement intéressant. La droite, c'est complexe, c'est comme la gauche, c'est divers. Vous avez toujours eu plusieurs droites, tout le monde sait ça, des droites beaucoup plus bonapartistes, des droites libérales, des droites conservatrices. Ok, tout ça est vrai. Mais enfin, quand même, à la fin de la fin, à droite, on n'a pas peur de dire qu'il y a un marché, on n'a pas peur de dire qu'il y a une économie dans laquelle il doit y avoir de la production, dans laquelle... Et bien aujourd'hui, pas depuis 3 ans, 4 ans, il n'est plus possible de faire passer un accord de libre-échange au Sénat. Et le Sénat a une majorité de droite. Tranquille, assise, majorité absolue. En plus, ils ont l'apport des centristes qui sont, il faut bien le reconnaître, souvent de centre droit et parfois plus à droite. Impossible de faire passer un accord de libre-échange, mais pas parce que c'est moi qui l'aurais proposé. Parce que l'idée même de libre-échange, qui est quand même assez constitutive d'une bonne partie de ce que doit être la droite aujourd'hui, ou de ce qu'était la droite en tout cas hier, est devenue totalement impensée. C'est péché. C'est péché. C'est un gros mot. Le libre-échange, c'est un gros mot. Comme libéral, c'est devenu un gros mot. C'est-à-dire que Gramsci a gagné, les gauchistes ont gagné, les ONG ont gagné. Il y a du calme. Ah, moi, je suis plus à droite que vous, je vous le dis. Il y a plein de gens à droite qui pensent que c'est pas difficile. Mais
Et... Mais donc, pardon parce que je m'étends sur le sujet, ce que je veux dire c'est que nous vivons, et les formations politiques vivent une grande confusion intellectuelle interne, voilà, une très grande confusion, avec une perte de repères. Et on l'a vu dans les débats internes de ces partis. Bon, alors, je dis de ces partis, il y en a d'autres qui ne sont ni à gauche ni à droite, ou un peu les deux en même temps, où c'est pas d'une plus grande clarté non plus. Enfin, je veux dire, il faut bien reconnaître que... Et donc vous avez cette espèce d'indétermination intellectuelle à l'intérieur des partis politiques qui est assez troublante et qui est très pénalisante pour le débat public. Les candidats sortis des régionales, parce que finalement ces régionales ont accouché de présidents de région reconduits, mais elles ont aussi accouché de candidats putatifs. Et ce sera ma dernière question sur la politique politicienne, question non prévue, que vous pouvez évidemment évacuer si vous le souhaitez. Mais eux, finalement, ils ont un programme conjoncturel et un programme de projet présidentiel qui peut naître aussi vite qu'il sera évacué par les circonstances politiques et la suite de leur carrière. Mais tout de même, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse sont là avec leurs idées, même si ce n'est pas les idées d'un parti politique ragaillardi, ils sont là avec leurs idées, comme s'ils n'avaient pas besoin de parti. Sans doute. Oui. Enfin, en tout cas, je pense que c'est la façon dont ils le présentent. Ou plus exactement, la présentation générale, c'est « j'ai mes idées ». Et la formation politique qui me soutient, elle suivra et m'offrira des bras, ce qui est assez vrai souvent. Mais je le dis là aussi avec beaucoup de bienveillance pour mes petits camarades et beaucoup d'humilité s'agissant de moi. Ce qui est frappant, c'est justement le fait qu'en fait, il n'y a pas d'idée. Ou plus exactement, il y a des principes assez généraux, mais importants. Des principes, il y en a. Et il y a des instruments. Ce qui est déjà pas si mal. Mais aujourd'hui, et écoutez bien ça dans l'année qui vient, un programme politique se résume en général à l'expression de quelques principes et à l'énumération des mesures qu'on pense pouvoir prendre dans les 2 premières années. Et c'est pas scandaleux, et après tout, ça peut nourrir un débat, et il ne faut pas le regarder avec... Mais aucun de ces prémices de programme, aucun des éléments sur lesquels le débat public doit prospérer ne ressemble de près ou de loin à une stratégie. Et vous travaillez tous dans des entreprises dans lesquelles ça marche ou ça ne marche pas, enfin ça marche bien puisque vous êtes là, mais où on sait que la définition de ce qu'on va faire dans les 6 mois, dans les 1 an, dans les 1 an et demi, n'est pas en soi un élément suffisant pour faire avancer le groupe, et qu'il faut proposer, parfois de façon presque un peu formelle, c'est vrai. Je ne peux pas exclure que dans un certain nombre des entreprises dans lesquelles vous travaillez, en tout cas dans certaines, le projet Vision 2030 soit un peu factice. Bah, vous seriez bien les seuls. Hein. Mais non, mais eux, ils ont des schémas directeurs informatiques qu'ils écrivent, donc au moins ils ont une vision. Je ne parle pas du schéma directeur informatique, je parle de la vision de la boîte, de sa stratégie à 10 ans. Bon. Bien sûr que parfois, mais il y a ça. Et parce qu'il y a ça, on arrive à mettre à peu près tout le monde en ligne, c'est pas toujours simple, pour savoir où on va. Moi, ce qui me sidère, et j'en prends ma part de responsabilité, ça ne me réjouit pas de dire ça. Et je ne dis pas ça en disant tous des abrutis et moi je saurais faire. Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que collectivement, notre pays, notre nation, ne sait plus s'interroger sur la vision et sur l'endroit où elle veut être à 10 ans ou à 20 ans. Et c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et il y a des trucs qui sont fascinants. Alors on peut évidemment regarder du côté des pays qui n'ont pas un débat public, enfin, dont le débat public est un peu... s'exprime dans des modalités différentes que chez nous. Par exemple, c'est vrai que vous allez au Royaume d'Arabie Saoudite, vous avez Vision 2030. Ça, tac. Et on déroule. Et c'est assez impressionnant, honnêtement. Et c'est extrêmement transformateur. On peut penser qu'il y a 2-3 trucs qui ne nous plairaient pas, sans doute, je vous le garantis. Mais c'est extrêmement transformateur. Et il y a cet exercice, et il y a ce déroulé. Bon, les Chinois ont ça aussi. Il y a un truc qui est extraordinaire qui est en train de se passer en ce moment au Royaume-Uni. Nos amis anglais ont pris une décision que je trouve d'une tristesse infinie, parce que je les aime beaucoup,
même si les Anglais ont beaucoup bombardé le Havre. Mais vraiment, je suis très anglophile, et je suis incroyablement triste que les Anglais aient choisi souverainement de quitter l'Union européenne. Et je pense qu'in fine, c'est une mauvaise décision. Bon, mais enfin, ils l'ont prise, elle est souveraine, ils l'appliquent, et c'est respectable. Il n'y a pas de sujet avec ça. Mais parce qu'ils sont sortis du Royaume-Uni, de l'Union européenne, ils sont en train de vivre en ce moment un débat pas simple, tortueux à bien des égards, dont nous ne savons pas exactement encore, et dont ils ne savent pas exactement encore, où il les mènera. Mais ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils veulent être à l'horizon de 10 ans ou de 20 ans, à la place qu'ils ont dans le monde, à la relation qu'ils ont avec des territoires lointains et avec des territoires proches, à la spécialisation économique sur laquelle ils veulent se construire. Ils sont en train, bon gré mal gré pour certains, de penser une stratégie à un horizon de temps que nous ne regardons pas. Et alors ça, pour le coup, autant on peut faire des petites blagues sur les élections, enfin, sur ces élections, pas sur les élections en général, mais autant l'incapacité d'une nation à porter le débat sur ce qu'elle veut être est extrêmement préoccupant. On a pourtant un commissaire général au plan que vous connaissez bien, qui s'appelle François Bayrou. On va avancer. Alors, sur cette partie politique, en fait, on va s'arrêter là. Si vous voulez la décrypter vraiment, je vous donne une clé de lecture qui est dans le livre et qui est fournie par Édouard Philippe lui-même. Sans évoquer ce qui fut dit, il est toutefois permis de relater ce qui ne le fut pas. En politique, comme dans la vie en général, tout ce qui est dit n'est pas forcément pensé, et tout ce qui est pensé n'est pas forcément dit. Et ce qui est tu a souvent autant de sens que ce qui est verbalisé. Les commentateurs cherchent toujours à savoir ce qui se serait dit pour s'en extasier ou s'en offusquer, mais ils pourraient plus utilement encore se demander ce qui n'a pas été dit. Donc, je vais vous dire, Édouard, même si c'est un livre écrit à 4 mois, Édouard Philippe, globalement, il parle comme il écrit. C'est-à-dire que vous allez retrouver le style et la façon de dire les choses, parfois sans les dire, dans le bouquin. Donc ne soyez pas frustrés, vous continuerez à l'écouter entre les lignes et à le lire entre les lignes dans le livre. Alors, jusqu'à présent, vous avez réussi à ne pas parler d'informatique, vous en êtes bien tiré, plutôt. J'ai 3 questions, mais qui sont en fait des questions assez faciles et qui ont un lien assez ténu, mais pas trop étroit, avec notre sujet d'aujourd'hui. Le premier, c'est informatique et écologie. Vous pourrez traiter que l'écologie et nous dire si c'est des problématiques qui vous concernent au jour le jour. J'imagine que oui, qui vous ont concerné comme Premier ministre, avec peut-être un exemple. J'ai prévu 2 questions. La première, c'est celle sur la sécurité informatique du pays. Je sais que les questions de défense et les questions militaires vous passionnent, que vous êtes officier de réserve et, me semble-t-il, lieutenant-colonel de réserve. C'est bien ça ? Affirmatif. Bon. Que vous aimez les chants militaires, les chants paras, les chants légion, que vous les chantez éventuellement. Non. Ma première question, c'est celle de la sécurité informatique. Est-ce que, pendant ces 3 années d'exercice du mandat de Premier ministre, vous avez été confronté à ce qui est d'ores et déjà une guerre informatique, avec des attaques dont on ne sait pas d'où elles viennent, dont on soupçonne d'où elles viennent, parce qu'il y a encore 5 ans, on disait « préparons-nous à la guerre informatique, demain au 14 juillet défileront des informaticiens sur les Champs-Élysées », et en vérité, cette guerre est déjà lancée. Il y a des hôpitaux qui sont empêchés de fonctionner aux États-Unis. On a essayé de brouiller les élections présidentielles françaises et on savait à peu près d'où ça venait. Je ne vous obligerai pas à citer un pays parce que vous créeriez un incident diplomatique. Mais est-ce que la guerre informatique a déjà commencé ? Mais nous la vivons, nous, Français, comme si elle allait, comme si c'était encore de la science-fiction. Voilà ma question. Alors d'abord... je ne sais pas si le meilleur terme pour le décrire, c'est guerre informatique, parce que je ne sais pas si c'est celui-là. Est-ce que c'est une guerre froide informatique ? Est-ce que c'est une guerre informatique ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que, quel que soit le terme qu'on utilise pour la décrire, elle a déjà commencé. Ça, c'est sûr. Et elle est même d'une extraordinaire intensité. Et elle est même probablement
un des sujets de fragilité de notre pays le plus urgemment à réduire. Je ne suis pas sûr que ce soit du français correct ce que je viens de dire, mais il faut s'en occuper vite, quoi. Voilà, merci. Quel talent ce David Abiker. Non, et je suis très sérieux. Alors, on le sait, on a quelques instruments en France. En France, pour des raisons qui peuvent s'entendre, on décrit beaucoup plus la doctrine et les instruments qui permettent de se défendre que la doctrine et les instruments qui permettraient d'attaquer, ce qui n'est pas scandaleux. Et je ne vais pas sortir de cette logique. Mais pourtant, vous êtes boxeur. Mais ce qui est vrai, c'est que des forces étatiques ou para-étatiques, d'États dont il n'est pas acquis qu'ils soient durablement des alliés fidèles, sont en train de se constituer, se livrent d'ores et déjà à des intrusions ou à des attaques. Et vous avez à la fois l'aspect criminel et l'aspect attaque contre une forme de souveraineté. Et c'est extrêmement préoccupant. Vous connaissez ça par cœur, vous avez eu tous, j'imagine, les rétextes, en tout cas vous avez regardé, quand vos camarades de Saint-Gobain ont pris le boulet en pleine tête, ils ont senti passer la douleur. Quand l'hôpital de Rouen, ou je ne sais plus quel est l'autre CHU, qui a dû faire face à une attaque... Bon. Et on voit bien d'abord l'extension infinie de la surface à attaquer, et un assez grand nombre de fragilités, et l'impact monstrueux que pourrait avoir une attaque systémique. Vous connaissez ça par cœur, mais il suffirait de casser quelques systèmes de transport public, d'hôpitaux publics, 2 ou 3 entreprises en même temps, pour avoir quelque chose d'infiniment disruptif sur le pays. Donc c'est un vrai sujet à la fois de fragilité et un vrai enjeu de souveraineté, de défense, de sécurité collective. Il est vu, il n'est pas ignoré du tout par la France, il n'est pas d'ailleurs ignoré par les autres États. Là aussi, je vous parlais du Royaume-Uni, de sa réflexion stratégique. Les Anglais, dans leur réflexion, l'équivalent de leur livre blanc qui est sorti récemment, ont consacré une part très importante de leur réflexion et de leur budget à venir dans leur effort de défense sur les questions de cybersécurité, à mon avis à juste titre. Je pense d'ailleurs que nous gagnerions à ne surtout pas disjoindre la réflexion sur la cybersécurité dans le monde de la défense et la réflexion sur la cybersécurité à l'extérieur du monde de la défense. Je pense que ça, c'est une conception qui serait dangereuse, très sous-optimale, de ce qu'est notre sécurité collective, et qu'il faut donc avoir à la fois un effort militaire de défense, mais aussi un effort civil de défense en la matière, coordonné, probablement conjoint d'ailleurs, à bien des égards, si on veut se prémunir contre des lendemains très compliqués. Je ne sais pas si on aura un coronavirus 20, 21, 22, 23, 24, mais je vois bien que le prochain virus qui pourrait nous faire très mal, il n'est pas du type corona. Il est plutôt du type informatique. Voilà. Alors après, on a des organismes, enfin je veux dire, souvent, mais ça serait plus à vous de me le dire, souvent quand je rencontre des chefs d'entreprise qui ont la dent dure contre l'État, ce qui peut arriver, il faut bien reconnaître, et ce qui n'est parfois pas infondé, je leur demande s'ils ont eu affaire à l'ANSSI, assez régulièrement. Ah oui, et là ils ont un visage qui s'éclaire, et ils disent très très bien, ça, ils sont très très bien. Ça. Donc on a quelques instruments à notre disposition qui fonctionnent pas mal, je crois, c'est ce qu'on me dit en tout cas, vous pourriez me le confirmer. Je vous sens dubitatif, ça m'inquiète. Mais on a un effort considérable de formation, de coordination, de culture de la sécurité informatique, et je pense d'augmentation de nos capacités d'attaque, même si on a dit qu'on n'en parlait pas. Parce que... C'est vous qui le dites. Hein. Oui, mais bon, en même temps c'est moi qui parle. Hein, donc,
Parce que je pense qu'on est crédible en matière de défense que si on est capable de renvoyer les coups, quoi. Donc vraiment, c'est un sujet absolument majeur. Vous avez eu des décisions à prendre dans ce domaine-là, sans donner d'exemple, mais est-ce qu'on vous a dit, est-ce qu'on riposte, là on fait que se défendre, on sait qui c'est, est-ce qu'on leur donne une leçon pour qu'ils sachent qu'on sait? Non, la grande question qui se pose, c'est l'attribution et la publicité de l'attribution. C'est-à-dire réussir à identifier l'origine de l'attaquant avec un degré de certitude suffisamment élevé pour ensuite dire et nommer. Ou pas dire, mais faire comprendre qu'on sait. Oui. Vous avez donc eu Oui. l'occasion de le faire savoir. Voilà. Très bien. Alors, je passe à autre chose, mais c'est un parfait rapport avec l'informatique, mais c'est l'informatique au quotidien. Vous arrivez à Matignon et vous dites, il n'y a pas, ça me rappelle le sketch de Coluche, pas un troquet, pas une mobilette, rien. Et en vérité, vous entrez dans votre bureau, votre directeur de cabinet entre dans son bureau, et il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, vous dites, il n'y a pas le début d'un dossier, d'une note. Il y a une table et une chaise, quand même. Il y a du mobilier, quand même. Je veux dire, ils n'ont pas tout pris, quand même. Non. Mais il n'y a effectivement rien au sens où il n'y a pas un dossier. Il n'y a pas une note, il n'y a pas un testament où on dirait fais gaffe, il y a 5 sujets qui sont compliqués, puis alors il y a celui-là qui va te péter la gueule. Il n'y a rien. C'est l'administration qui a tout, qui est réputée avoir tout, et qui est réputée faire remonter. Il y a un ordinateur sur le bureau ou pas? À côté. À côté. Ouais, Et le disque dur est vide. Il n'y a rien dedans. Rien. Tout est vierge, tout a été nettoyé. Ouais. Ça veut dire qu'en vérité, il y a un grand ménage qui est fait dans le bureau du Premier ministre quand il arrive. Tout le pouvoir et ses décisions se dématérialisent. Une page blanche et un dossier de disque dur vierge se réécrit. Mais cette mémoire existe quelque part. Vous dites que l'administration l'a fait remonter. Évidemment. Heureusement. Oui. Tout est gardé. Oui, on ne perd rien quand même. Hein. D'accord. Non, bien sûr, tout est gardé. Mais une des impressions dominantes quand vous arrivez, c'est en effet qu'il n'y a rien. Vous avez quelques instruments, il y a un ordinateur, il est vide. Vous avez des téléphones, ils ne sonnent pas encore, ça va venir. Et c'est tout. Et c'est tout parce qu'à la fois c'est un métier de flux plus qu'un métier de stock, Premier ministre, puisque vous êtes en fait une machine à arbitrer. Et donc, par définition, quand les autres n'ont pas commencé à travailler, vous n'arbitrez pas. Vous êtes là pour choisir et arbitrer quand des positions sont difficilement compatibles entre les ministres. Vous êtes là aussi pour impulser parfois, vous êtes là pour coordonner, mais vous êtes souvent là pour arbitrer. Et donc, c'est pour ça que les dossiers remontent. C'est pour ça que je dis que c'est un métier de flux. Et ça ressemble à la marée, d'ailleurs. Le matin, parce que moi, j'étais organisé comme ça, je me consacrais... 1 heure le matin et 1 heure le soir, souvent tard le soir, souvent tôt le matin, à lire les notes qui sont les décisions que vous allez devoir prendre dans la journée et que vous pouvez prendre sur support papier. Il y a des décisions, vous ne pouvez pas les prendre si vous ne voyez pas les gens, si vous ne les laissez pas s'exprimer. Mais il y a des décisions où vous n'avez pas besoin forcément de voir les gens, elles peuvent être formalisées par une note qui vous laisse la possibilité entre est-ce que vous montez à 2,7 le taux de cette taxe pour 1,3 celle-ci, quand il s'agit de matière fiscale. Ouais. Et donc vous êtes une machine à prendre des décisions tous les jours. Alors l'avantage quand vous en prenez beaucoup, c'est que d'abord ça vous apprend plein de choses, et ensuite vous savez que assez vite que vous allez vous planter un nombre non négligeable de fois. Parce que ça n'existe pas de prendre 15 décisions dans la journée en prenant 15 bonnes. Ça peut arriver, mais c'est vraiment un bon jour. Donc voilà. Et ça, c'est une partie du quotidien. Mais ça n'arrive que quand le gouvernement est nommé et que quand la machine est lancée. Quelle place a eu l'outil informatique dans ces 3 années à Matignon et globalement dans votre vie? Finalement, est-ce que votre outil de travail favori, c'est ça, cette chose-là? Il y a plusieurs niveaux de réponse. Je ne me suis jamais aussi peu servi d'un ordinateur que lorsque j'étais Premier ministre. Pour une raison assez simple, c'est que je n'ai écrit que peu des discours que j'ai prononcés. Je ne prenais aucune note, je n'écrivais aucun livre. Et donc,
et je ne me servais en réalité d'un outil que de mon téléphone pour recevoir mes mails ou les SMS envoyés. Les SMS sont très présents dans le livre comme le symbole d'une forme d'accélération de l'environnement et des sollicitations de l'environnement, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient politiques. Mais on dirait aujourd'hui, on le voyait d'ailleurs maintenant depuis 5 ou 6 élections, sur les plateaux télé, les soirs d'élection, on voit les hommes politiques sans souci d'une forme de savoir-vivre qu'on enseigne à nos enfants. Quand il y a un plan de coupe, ils sont sur leur téléphone. Oui, et comme ça a dû m'arriver, je ne vais pas trop charger la mule, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc j'utilise toujours beaucoup mon téléphone, parce que beaucoup de SMS, parce que les réseaux sociaux qui permettent quand même de savoir ce qui se dit, même si vous êtes affligé par ce qui s'y dit, il faut quand même savoir ce qui s'y dit, ce qui est un cercle vicieux terrible d'ailleurs, puisque comme vous êtes obligé de regarder ce qui s'y dit, même si vous êtes affligé par ce qui s'y dit, du coup les gens ils peuvent y aller, puisqu'ils savent que vous... mais quasiment pas d'ordinateur. Et alors ce qui est très intéressant, comme toujours d'ailleurs, c'est que dans l'action publique, il y a peu de secrets. Au fond, il y a assez peu de secrets. Il y a très peu de choses qui sont secrètes depuis longtemps et ont vocation à rester secrètes pendant très longtemps. Il y en a vraiment très peu. Ceux-là, ou celle-là, je ne sais pas comment il faut dire, la carapace de protection est exceptionnel. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Le nombre de gens qui sont appelés à savoir ces choses, le fait que rien sur ces sujets ne circule jamais sur un quelconque réseau, et que donc vous allez dans des pièces où vous pouvez parler et vous en parlez directement à la personne et pas à quelqu'un d'autre à qui vous devez en parler, c'est très impressionnant. Le silence. Ça, c'est très impressionnant. Et du reste, c'est la seule façon d'être efficace. C'est d'ailleurs un point commun que le Premier ministre peut avoir avec les directeurs de l'informatique qui sont tous tenus à une forme de secret professionnel beaucoup plus élevé que les autres salariés d'un groupe. Il y a peut-être le directeur financier aussi, mais globalement, j'imagine que les directeurs informatiques ont une espèce de pacte de silence avec le corps social qu'ils sont censés servir. C'est vrai ou c'est pas vrai? D'une certaine façon, on peut dire. Non? Il y en a qui racontent tout au patron? Ok, on ne va pas répondre à la question alors. Je sens qu'il y a un sujet là. Troisième sujet, votre téléphone il est toujours crypté ou pas? Secret, les très rares choses qui sont secrètes et qui doivent rester secrètes sont dans une carapace de protection tout à fait impressionnante. Mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Ensuite, il y a les choses... C'est quel secret par exemple? Pardon. Et ensuite, il y a les choses. Bon, ensuite, il y a des choses qui ne doivent pas se savoir. Bon. Et puis, il y a énormément de choses, au fond, qui n'ont de valeur que parce qu'elles ne sont pas encore sues, mais qu'elles vont évidemment savoir. Et ça, c'est une surface d'exposition pour les réseaux qui, elle, est très... vous envoyez le mail, quelqu'un tombe... Enfin, bref, voilà. Donc ça, c'est quelque chose de... On peut facilement manipuler... qui on veut avec ces techniques. Est-ce que votre téléphone est toujours sécurisé? Il l'a été. Est-ce que vous avez pris des précautions informatiques particulières, comme on a un garde du corps, comme on a des systèmes de surveillance? Est-ce que vos outils informatiques sont sécurisés? Le sont-ils toujours? Lorsque vous arrivez à Matignon, on vous donne un téléphone portable qui est présenté comme un téléphone portable avec un beaucoup plus haut niveau de sécurité que celui que vous utilisez normalement. Ça se traduit par le fait qu'il est beaucoup moins agréable à utiliser. J'espère qu'il n'y a pas dans la salle le type qui l'a conçu. Si c'est le cas, je voudrais vous dire que c'est bien quand même, ça marche. On peut se passer des coups de fil. Mais il faut faire plein de trucs avant quand même. Bon, donc il y a ça. Après, je vais vous dire, le sentiment que j'ai, c'est que ce qui fait défaut, collectivement, ce n'est pas la technique, ce n'est pas les instruments qui permettent de garantir la sécurité, c'est la culture, c'est l'attention permanente. Et de ce point de vue-là, comme beaucoup d'autres, je ne suis pas exemplaire parce que j'ai sans doute continué, enfin, c'est pas que j'ai sans doute, j'ai continué à utiliser mon téléphone.
Perso, Hillary Clinton avant vous. oui, non, mais avec un vrai sujet. Le problème de la sécurité, le problème d'Hillary Clinton n'était pas un problème de sécurité informatique. Le problème d'Hillary Clinton était un problème de respect d'une disposition légale qui lui interdit d'utiliser. C'est bien ce que je dis. Voilà. Non, mais c'est un problème légal, c'est pas un problème de secret. C'est une interdiction légale pour garantir un secret, bien entendu. Mais en France, on peut utiliser son téléphone portable pour envoyer un SMS à son directeur de cabinet pour lui dire sur ce sujet, finalement, j'ai décidé, c'est ça. Mais, et c'est le mais qui est intéressant, je n'ai jamais vu, sur les sujets particulièrement sensibles, une quelconque. Voilà. Ça ne s'écrit pas, y compris sur les machines, c'est très étonnant. Et ça, c'est pour le coup, c'est assez réjouissant. Un mot sur, et ensuite je passerai aux questions qui m'ont été transmises et peut-être des personnes qui sont dans la salle. Et il va sans dire qu'on sort les téléphones, y compris les persos, 20 minutes. Quand on se parle de sujets sérieux. Un mot sur écologie et numérique. Comment vous le prenez ce sujet? Parce qu'on va se dire les choses, mais quand je vous ai dit, voilà, ils ont un sujet, c'est numérique responsable, ou l'écologie informatique pour parler vulgairement, vous m'avez dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je raconte à ça? Et en vérité, quand même, il y a des connexions, si j'ose dire, entre vos activités d'aujourd'hui chez Atos, qui vous donnent un point de vue, d'une certaine façon, sur le secteur informatique, et puis l'ambiance du moment, qui est quand même à une interrogation assez fondamentale et assez refondatrice sur ce que doit être le modèle de développement humain, sachant qu'on est en pleine révolution informatique et qu'on est en plein changement climatique. Donc quel lien vous faites entre les deux? Je le fais moins sous l'angle... Non, je comprends la question. Je le fais moins sous l'angle stricto sensu numérique, même si on pourrait dire bien des choses, et que chez Atos, on dit bien des choses sur la décarbonation à travers le numérique. Et si vous avez besoin de solutions, on en a. Je peux quand même. Corporate, moi. Mais non, je trouve que l'angle le plus intéressant, c'est le lien entre la technologie, au sens plus large que le numérique, et l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de la biodiversité, et bref, la préservation de la planète. Parce que je trouve que c'est plus intéressant, parce que c'est à la fois un peu plus large et plus significatif du combat intellectuel et politique, pour le coup, qui est en train de se dérouler. Est-ce que la technologie est un des instruments majeurs pour apporter des réponses à ce que nous vivons, qui est très largement dû à la fois à l'augmentation du nombre d'êtres humains sur Terre, et au niveau de développement, et au niveau de consommation, et au choix de consommation, et donc d'une certaine façon à une certaine forme de modernité et de modernité technologique. Ça, je trouve que c'est la bonne question. Parce que vous voyez bien qu'il y a tout... Et je me place dans la situation consistant à penser que personne dans cette salle ne doute des enjeux environnementaux. Peut-être qu'il y en a. Moi, je n'en doute pas. Il y a très peu de terre-platistes dans la salle. Bon, très bien. Donc on a véritablement un sujet d'une gravité et d'une forme d'urgence qu'il ne faut pas méconnaître et sur lequel il faut agir. Est-ce que la technologie est une partie de la solution? Est-ce que la solution, c'est la décroissance? Beaucoup de gens qui pensent ça. Il y a ceux qui le disent explicitement, et il y a ceux qui, dans un coin de leur tête, ne le disent pas ou ne l'admettent pas, mais considèrent néanmoins que la seule façon de sortir de cette pression sur les ressources naturelles, sur l'environnement en général, c'est quand même l'idée d'une forme de décroissance, pas forcément assumée, mais d'une forme de décroissance, de sobriété, ça c'est le mild, on peut concevoir ça, à une décroissance. Est-ce que, par nature, la technologie est le problème? Et vous avez toute une partie des gens qui considèrent qu'il y a une urgence climatique qui affirment, explicitement ou implicitement en tout cas, qui raisonnent dans l'idée que la technologie est un problème. Ou qui ne veulent pas prendre le risque d'utiliser la technologie qui permettrait de limiter l'impact sur les ressources de notre mode de vie, parce que justement, ça limite l'impact de notre mode de vie. Je le dis autrement. Pour certains antinucléaires, pour certaines personnes qui sont très opposées au nucléaire, il y a évidemment la notion de risque associé au nucléaire qui est placée avec un coefficient très fort. C'est très risqué à un moment et pour très longtemps, et donc le jeu n'en vaut pas la chandelle. Vous avez ça.
Mais vous avez aussi, pour beaucoup de gens qui sont contre le nucléaire, l'idée que fournir massivement, très massivement et en base de l'électricité de cette façon, c'est s'interdire de modifier les modes de vie. Vous avez beaucoup de gens qui disent « ça ne sert à rien d'imaginer des modes de propulsion du transport maritime vert, passer à l'hydrogène et à l'hydrogène qui serait décarboné. Par exemple, je dis par exemple, parce que si vous faites ça, vous allez continuer à faire du commerce international, vous allez continuer ce monde mondialisé, et c'est ce monde mondialisé qui fait peser sur les ressources naturelles et sur l'environnement la menace principale. Donc vous avez, dans le débat public, beaucoup de gens qui pensent que la technologie, même quand elle sert à limiter l'impact de notre mode de vie sur les ressources, est critiquable parce que justement, elle nous permet de continuer à vivre comme on a envie de vivre. C'est les gauchistes. C'est une partie du débat public. Et si c'était aussi simple de classer cette partie du débat public dans un camp, ce serait sans doute pratique, mais je pense que la réalité est plus complexe. Je pense que la réalité est un peu plus complexe. Et donc voilà. Moi, je suis totalement convaincu que la solution, ou plus exactement, qu'une partie de la solution à cette question est technologique. Alors c'est peut-être parce que j'ai une forme de foi dans l'humanité et dans le progrès et dans la science et dans tout ce que vous pouvez imaginer. Je suis convaincu de ça. C'est-à-dire que je ne crois pas au miracle technologique, au sens où il viendrait et réglerait tous les problèmes, notamment parce que les problèmes sont maintenant d'une nature tellement grave que ça va quand même passer par des changements profonds dans notre façon d'envisager notre rapport avec la planète, ça je le crois, mais je suis intimement persuadé, parce que j'ai une confiance absolue dans l'esprit humain, dans sa capacité à travailler collectivement et à trouver des solutions quand il considère qu'il faut trouver la solution. J'ai une parfaite conviction que la technologie va trouver, a déjà d'ailleurs trouvé, des solutions extrêmement précieuses pour lutter contre ces dérèglements. J'embraye avec des questions qui nous ont été communiquées par un certain nombre de membres du conseil d'administration du CRIP. On en prendra dans la salle, mais celle-ci, par exemple, est directement liée à ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, les groupes internationaux placent le Green IT au cœur de leurs objectifs. Ne pensez-vous pas que la stratégie nucléaire française, qui a ses détracteurs, certes, mais qui place la France et ses data centers parmi les meilleurs élèves au niveau de l'émission de CO2, est une force à mettre en avant pour marketer la France comme le paradis fiscal et électrique des centres de calcul? Question de Bruno Prévost, CTO de Thales Group. Il n'est pas là. Mais sa question est bien présente. Et ma réponse est oui. Je poursuis. Non, mais c'est pas la peine d'ergoter quand on est d'accord, quoi. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on n'est pas très loin d'avoir un avantage comparatif. Je ne suis pas un super économiste. J'ai beaucoup souffert pendant mes cours d'économie, mais j'ai à peu près compris la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Et je pense qu'on a là quand même quelque chose qui ressemble à un avantage comparatif. Et je suis certain, je vous le dis, que ça n'est pas le nucléaire qui est la réponse à tous les éléments liés à la politique énergétique, c'est pas vrai, mais que compte tenu du dérèglement climatique et des enjeux, il n'y a pas de solution sans le nucléaire, ça j'en suis convaincu. Et je vous fiche mon billet, maintenant je suis assez prêt à prendre le pari, que la France aura dans les 18 mois à prendre des décisions sur est-ce qu'on reconstruit des centrales nucléaires. Moi j'y suis tout à fait favorable, je l'assume volontiers, et je pense que sauf accident, si j'ose dire, cette décision sera prise. Je sens mûrir le débat public d'une façon qui me laisse penser que, alors même qu'il y a 5 ans, il y avait beaucoup d'hésitations, alors même qu'il y a 10 ans, après Fukushima, il y en avait encore plus, on est en train de revenir sur quelque chose qui est effectivement une spécificité française, mais qui est l'instrument, qui est un des instruments, ça n'est pas le seul, mais qui est un des instruments couplés à d'autres modes de production qui a un impact sur la production d'énergie décarbonée aujourd'hui. Question de Jacques-Benoît Lebris, qui est CEO d'Ariane Group. Que voyez-vous comme élément de motivation pour sensibiliser les entreprises à rapatrier les centres des services informatiques qui ont été déplacés en Inde et en Europe de l'Est sur les bons conseils des cabinets anglo-saxons dans les années 2000? Là encore, mais c'est les avantages comparatifs inversés. L'Inde et ces pays d'Europe de l'Est ont fait valoir un avantage comparatif, mais aujourd'hui se pose, pas qu'en informatique, mais aussi dans le chimique, par exemple, ou la pharmacie, la question de la souveraineté. Est-ce qu'il faut inciter, d'une façon ou d'une autre,
des entreprises et des grands groupes à rapatrier leurs services informatiques, ou en tout cas ce qu'elles en ont expatrié à l'étranger? Eh ben, je trouve que ce n'est pas une question totalement facile. Parce que je vois bien cette tendance que je comprends et que j'approuve à bien des égards, de se dire attention à ne pas avoir des lignes tellement éloignées ou des points de connexion tellement nombreux qu'on serait, au fond, on s'exposerait à une forme de fragilité et surtout à une perte de contrôle de souveraineté, entre guillemets. C'est juste, c'est très juste. En même temps, si on pousse ça à l'extrême, enfin, derrière, il y a aussi un tout petit peu le mythe, d'une certaine façon, de l'autosuffisance nationale. Non pas de l'autarcie, mais enfin, bon, entre les deux, on peut peut-être quand même concevoir qu'il y ait des lieux de production, des lieux d'échange, et qu'on ne soit pas tenu. Voilà. Le fait d'avoir des centres de production, y compris d'ailleurs parfois des centres de décision, dans des pays étrangers, n'est pas automatiquement une faiblesse. S'ils sont tous à un même endroit, sans aucun contrôle, peut-être, mais normalement, on ne fait pas ça. Donc, relocaliser la production, bien sûr, relocaliser l'intelligence, bien sûr, mais je ne fais pas partie de ceux qui pensent que, par nature, le fait d'avoir une activité de production, de conception, de recherche dans un pays étranger serait un élément d'abandon de souveraineté ou de faiblesse de la part d'une entreprise française. Du reste, le concept d'entreprise française est quand même un truc qu'on débat plus sur les plateaux de télévision que dans la vraie vie. Parce que une entreprise française, c'est quoi? C'est une entreprise où il y a des Français qui travaillent. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a plus de non-Français qui travaillent, c'est plus une entreprise française? Ça veut dire que c'est une entreprise qui est cotée à Paris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capitaux sont français? Parce que si une entreprise française, c'est une entreprise dont les capitaux sont français, on va avoir des surprises, les amis. Donc, bien sûr que je vois très bien ce que c'est qu'une entreprise. Et bien sûr qu'il y a des entreprises qui concourent à la souveraineté nationale et sur lesquelles il ne faut absolument pas être naïf. Dieu sait du reste que dans un certain nombre de domaines, je pense par exemple aux équipements 5G, lorsque j'étais Premier ministre, et à la demande du Président de la République, qui est extrêmement sensible à ces sujets, on a pris des positions qui ont pu d'ailleurs heurter, à court terme, les intérêts de sociétés françaises. Parce qu'il nous paraissait que dans certains nœuds de communication 5G, il n'était pas forcément approprié, à certains endroits, d'avoir des composants ou des instruments ou des systèmes qui n'auraient pas été produits et contrôlés par nous. Et c'est vrai. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut être naïf et qu'après tout, vivent les marchés ouverts partout, tout le temps. C'est pas ce que je pense. Mais entreprise française, bon, voilà. Sur la souveraineté, Ouais. là, il y a une pénurie, on dit, de composants électroniques. Est-ce que ça suscite l'idée que on se remette à en fabriquer, ou est-ce qu'on doit raisonner comme ça, ou finalement il faut sécuriser des filières, être plus malin que les autres dans les achats, ce qui vaut pour les composants électroniques peut-être, mais aussi pour les vaccins? On n'avait pas préparé cette question, mais vous avez peut-être votre idée là-dessus. Ce qu'on vit sur les composants électroniques, on le vit aussi d'ailleurs à certains égards sur certaines matières premières, sur le bois, on le vit sur l'acier. Ça n'est pas un problème de pénurie de production au niveau mondial, c'est un problème de réallocation des marchés et des géographies. Ce qu'on vit, c'est une des traces, peut-être la première, en tout cas, peut-être la première visible à l'œil nu, de quelque chose qui va nous occuper pendant longtemps, sans doute, qui est cette tension. Est-ce qu'elle reste froide? Est-ce qu'elle chauffe un peu entre la Chine et les États-Unis? Et peut-être un jour la Chine et le bloc occidental, ou peut-être pas d'ailleurs, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça. C'est la décision de l'administration américaine de ressourcer et d'imposer au système nord-américain de sourcer sa production ailleurs que sur des produits chinois, ou autrement que sur des produits exclusivement chinois, qui dérègle le marché mondial et qui crée à certains endroits des zones de pénurie. C'est très intéressant, parce que pour beaucoup d'entreprises,
derrière le problème d'approvisionnement de court terme, il peut y avoir des sujets de marché redoutables. Quand vous êtes une entreprise qui vend, je ne parle pas d'une entreprise d'IT, qui vend beaucoup, par exemple sur la plaque américaine, mais qui vend aussi beaucoup en Chine, l'idée de voir possiblement des tensions qui iraient jusqu'à une segmentation du marché mondial n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et pour prendre des exemples qui ne sont pas français, je ne sais pas par exemple comment Volkswagen apprécierait l'idée que la tension devient telle qu'il va falloir qu'elle imposerait une forme de segmentation du marché mondial. C'est-à-dire que vous choisissez l'un ou vous choisissez l'autre. On voit apparaître une forme de divergence technologique avec cette segmentation. Et elle est porteuse de beaucoup d'interrogations à terme. Donc voilà. J'ai une question de Brigitte Declercq, responsable innovation à GIRC Arco. Elle ne va pas concerner l'informatique, mais plutôt la réforme des retraites. Brigitte, est-ce que vous voulez la poser ou je la pose à votre place? Elle est écrite là. Vous avez un micro? Vous avez un micro, parfait. Bonjour. La question que je vous pose est une question qui nous tient tous à cœur sur les retraites. C'était un de vos sujets de prédilection. Et donc j'ai deux questions en fait. La première, c'est la réforme des retraites doit-elle être faite avant l'élection présidentielle? Pardon. Et la seconde, c'est, alors je vais l'exprimer en français, vous aviez opté pour une réforme du système de retraite dans son ensemble. Et aujourd'hui, il semblerait qu'on aille vers un système exclusivement de l'âge de la retraite, donc paramétrique. Qu'en pensez-vous ? J'en pense beaucoup de choses. Parce que même si c'est un tout petit peu pénible d'imaginer que le projet de société de la France ce soit de réformer les retraites, parce que dans le genre projection dans l'avenir, non mais c'est vrai, je veux dire, c'est ce truc qu'on se colle depuis 40 ans, et qui, comme Michel Rocard l'avait dit justement, est capable de faire tomber n'importe quel gouvernement pendant les 30 années qui viennent, et même un peu plus. On parle quand même du système des retraites. C'est hyper important pour la cohésion de la société, pour la prévisibilité de nos vies. Mais enfin, on ne peut pas complètement aussi s'empêcher de penser qu'il y a des sujets de conquête, de projection encore plus loin, qui pourraient aussi nous intéresser. Passons. C'est un sujet passionnant. D'abord, c'est un sujet sur lequel, non pas moi, mais le président de la République s'était engagé pendant la campagne en disant qu'il voulait aboutir, construire un système enfin universel, par points, un système universel, par points, qui permettrait de fondre, si j'ose dire, les 52 systèmes actuels, pardon j'ai oublié le chiffre, c'est peut-être pas 52, mais enfin c'est de cet ordre de grandeur, système actuel, dans un seul système qui permettrait la fluidité des carrières, ce qui est essentiel, qui permettrait plus de justice au sens où, en effet, il y a des différences considérables qui ne sont pas toujours ou qui ne sont plus toujours justifiées entre les systèmes de retraite. Bon, c'était l'engagement qu'il a pris. Alors moi, vous savez, c'est pas très compliqué. Le président prend l'engagement, le job du Premier ministre, c'est de délivrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder si on peut faire un système par points, universel. Très tôt, on se rend compte que c'est redoutablement compliqué. Et il apparaît une chose fascinante, mais c'est vrai, ce que je vous raconte est vrai, hein, c'est que avant l'élection présidentielle, quand le président de la République prend son engagement, le corps, le Conseil d'orientation des retraites, qui est un organe formé de gens indépendants, compétents, nous dit, au fond, les réformes qui ont été faites laissent à penser que dans les 5-10 ans, ça va aller. C'est pas le pied, mais ça va aller. Et donc, le président exprime sa position sans parler de l'équilibre financier, parce que le corps, qui fait autorité en la matière, dit non, ça devrait aller. Bon. Et va savoir pourquoi, Charles, au PMU, on joue comme on aime. Juste après l'élection présidentielle, en fait, non. Il y a un petit problème, chef, de finance. Donc, en plus, l'équation financière. Donc, moi, je me suis attelé à quoi? À faire une réforme, en disant peut-être qu'il faut faire une réforme systémique. Il y a beaucoup à gagner à faire une réforme systémique, il y a beaucoup à perdre aussi. Mais il est hors de question, pour moi, de faire une réforme systémique qui ne serait pas équilibrée. Hors de question.
Pourquoi? Pas parce que je suis un orthodoxe budgétaire, un dingue de l'équilibre des comptes. C'est pas vrai, c'est pas pour ça. Il faut faire ça parce que tous les sujets dont on vous parlera, autres que les retraites, sur lesquels il y a besoin de moyens, ne pourront pas être réalisés si vous n'avez pas réglé la question des retraites. Et je vous le dis, la prochaine fois que vous verrez un homme politique ou une femme, en la matière, il n'y a pas de différence, qui vous expliquera qu'elle a un projet ou qu'il a un projet pour faire ça, ça, ça et ça, superbe, qui demande un peu d'argent, et qui vous ne dira pas comment est-ce qu'on équilibre le système des retraites, ben, honnêtement, passez à autre chose. Passez à autre chose parce qu'on... Non, mais pas tout de suite. Parce qu'on ne règle pas sinon le sujet. Donc il faut régler ce problème. Et il faut le régler probablement dans un sens de plus grande justice, probablement dans un sens de plus grande universalité, évidemment, parce que je ne vois pas d'autres éléments qui seraient susceptibles de pouvoir régler le problème en travaillant plus longtemps. Voilà, c'est ma conviction. Mais surtout, il faut que cette réforme, elle soit aussi équilibrée. Moi, je disais oui au systémique, mais avec un peu de paramétrique. Parce qu'il ne peut pas y avoir de réforme qui ne serait pas... Si aujourd'hui, ou demain, on dit ne faisons que du paramétrique, on aura réglé une partie du problème financier, on n'aura pas réglé les autres problèmes, on n'aura pas réglé le problème des retraites agricoles, qui est un vrai problème. On aura un peu réglé le problème des régimes universels, des régimes spéciaux, un peu, parce que les régimes spéciaux, ils sont quand même sur une ligne de convergence, un peu. Bon, moi, je préférais qu'ils soient pas sur une ligne de convergence, mais sur une ligne d'égalité. Voilà. Parce que c'est vrai qu'honnêtement, le conducteur de bus de la RATP et le conducteur de bus de Transdev, ils ne sont pas si différents. Ils ne font pas des métiers si différents, honnêtement. Bon, pourtant, ils ont des régimes de retraite qui sont assez différents. Donc, je trouve qu'on pourrait aller vers plus d'universalité. Est-ce qu'il faut la faire maintenant ou après la présidentielle? Ça, je vais vous dire, ce n'est pas ma décision. Et c'est déjà assez difficile d'avoir un avis sur les décisions qu'il faut prendre pour ne pas en avoir sur les décisions qu'il faudrait prendre. Donc, ou que d'autres doivent prendre. Donc je ne sais pas ce que le président, ce que le gouvernement, ce que la majorité décidera. Est-ce qu'ils le font maintenant en paramétrique simple ou après la présidentielle? La seule chose dont je suis absolument certain, c'est que de toute façon, il faudra faire une réforme des retraites équilibrée et qu'il n'y a pas pire réforme qu'une réforme incomplète. Et donc si le prix à payer, si j'ose dire, pour avoir une réforme complète et équilibrée, c'est d'attendre après l'élection présidentielle, c'est-à-dire après le débat public, ça me va très bien. Voilà. Une dernière question. Ce sera en fait deux questions, Monsieur le Premier ministre. Première question, en 61, peut-être enlever mon masque, c'est plus facile. En 61, Kennedy, devant le Congrès, fait un discours devenu célèbre où il tient l'engagement d'amener un homme sur la Lune et le ramener vivant, ce qui a été le début d'une formidable aventure humaine et technologique. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui on ne parvienne pas à porter de tels projets technologiques au niveau d'un pays, au niveau d'un gouvernement? Deuxième question, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il faut prendre 15 décisions par jour quand on est Premier ministre. Quelle part a aujourd'hui la technologie dans la prise de ces décisions, et pensez-vous que ces choses vont évoluer? Demain, la data, l'intelligence artificielle va avoir un rôle plus prégnant dans cette prise de décision qu'aujourd'hui. Merci. Vaste question. Ouais, vaste question. Il y en a deux. Je commence par la deuxième, ce qui va me laisser le temps de réfléchir à la première. Un mot sur l'utilisation de la data. Vous vivez beaucoup avec ça. Notre monde vit beaucoup avec la data, avec son utilisation, avec sa lecture, avec sa compilation, avec son analyse. Et tout ça est très important, et tout ça va se développer, tout ça est très bien, et j'ai pas de sujet là-dessus, et on a pris quelques décisions qui permettaient d'aller plus loin, notamment dans le système de santé. Ne nous payons pas de mots. Le problème du pays aujourd'hui, un de ses grands problèmes, c'est son incapacité à assumer une relation aux faits, aux données, aux faits. Aujourd'hui, le débat public, il est essentiellement un débat de posture ou un débat de principe. Et il est très peu documenté et construit sur une analyse des faits. Nous avons des faits, nous avons avec les faits une relation qui est désinvolte. Il y a des pays où les faits, comme disait Lénine, sont têtus et donc sont regardés.
et prime d'une certaine façon. Moi, un de mes grands sujets d'inquiétude aujourd'hui, c'est cette forme de désinvolture qu'on a par rapport à la réalité quantifiable, à la donnée quantifiable, à la science, aux faits. Je trouve que c'est très visible dans le débat public, que c'est parfois très visible dans la décision publique, donc c'est très inquiétant. Et je ne suis pas sûr que les avancées technologiques, l'intelligence artificielle et sa capacité à compiler, à traiter une masse de données toujours plus vite et toujours plus importante, toujours plus vite, au fond, change quoi que ce soit dans cette question de la prise en compte des faits. Nous avons éditorialisé le débat public. Et c'est assez inquiétant, honnêtement. Moi, en tout cas, ça m'inquiète beaucoup, je peux vous dire. Donc, c'est ma première réponse. Et sinon, dans la technique de décision, tous ces instruments n'ont, à mon avis, aucun impact. À la fin de la décision publique, je ne sais pas si c'était exactement le sens de votre question, mais à la fin, la décision publique, c'est plusieurs solutions et il faut choisir une de ces solutions. La façon dont elles remontent, la façon dont on les prend est assez neutre, d'une certaine façon, je trouve. Alors après, il peut y avoir énormément d'implications. Je veux dire, par exemple, dans le domaine militaire, est-ce qu'on a des drones, est-ce qu'on donne toujours un ordre quand ils frappent, ou est-ce que les drones peuvent être... Vous savez qu'il y a eu un débat là-dessus, et qu'il n'est pas terminé, qu'il n'est pas du tout terminé, même si les choix qu'on a faits en France sont assez cohérents avec notre philosophie générale en la matière, à juste titre. Mais voilà, ça c'est pour votre deuxième question. Pour votre première... au fond, j'entends derrière la question une forme de regret sur un certain désenchantement. Là où on avait des frontières à conquérir, d'abord le Nouveau Monde, ensuite l'Empire, ensuite la Lune, pour le dire de façon un peu approximative, c'est vrai, mais... nous n'aurions plus de nouvelles frontières et il y aurait une forme de désenchantement à l'action collective parce que nous ne saurions pas définir une nouvelle frontière. C'est assez largement vrai et ça fait partie de ce que je disais regretter dans cette absence de débat sur la stratégie à l'horizon de 2030 ou de 2040, parce que je pense que justement réussir à définir un projet, c'est se fixer une frontière qu'il faut atteindre et donc c'est créer un élan. Donc c'est assez largement vrai. Et en même temps, il faut bien reconnaître aussi qu'il y a des enjeux qui peuvent et qui font rêver. Et qu'il y a des champs infinis de découvertes scientifiques, de transformations sociales qui peuvent découler, positives, qui peuvent découler de ces découvertes scientifiques. Tout ce qui se passe en ce moment dans la recherche sur le vivant, sur l'infiniment petit, sur le vivant, est absolument inouï. Enfin, on vit une période incroyable de rapidité, d'intensité dans la transformation. L'ampleur de l'enjeu de préservation de la biodiversité est... je veux dire, si vous cherchez une frontière, alors c'est peut-être une frontière défensive, peut-être un endroit à défendre plutôt qu'à conquérir. Vous allez voir qu'assez vite, on ne va pas voir la différence. Hein. Donc voilà. Autrement dit, pardon parce que je réfléchis en parlant, je pense que ce que je regrette, c'est notre relative incapacité à formuler ces objectifs, mais ça n'est pas le fait qu'ils n'existeraient plus. Voilà. J'étais un peu long pour arriver à ma réponse. Édouard Philippe, merci pour cette heure d'entretien, de questions-réponses. Merci à Gilles Boyer, qui est le co-auteur de ce livre et qui est une façon de vous lire autrement, d'une certaine façon. On peut percevoir quelqu'un à travers ses fidélités en amitié, et vous l'êtes. Donc merci à Boyer d'en être le témoin et d'être le co-auteur et le complice, et aussi celui qui vous a permis, j'imagine, d'entretenir le sens de l'humour et de l'autodérision, qui mériterait qu'on vous ait en interview tous les deux. Donc passez-lui le bonjour et remerciez-le de notre part aussi, puisque sans lui, il n'y aurait pas la moitié de ce bouquin. Le mot...
Oui, Sylvie veut prendre la parole. Oui, je sais, j'avais vu. Sylvie Roche aura le mot de la fin. Et méfiez-vous, elle a une question très piégeuse à vous poser. En fait, monsieur, je voulais aborder le sujet de la parité homme-femme, qui est un pan du numérique responsable. En tant que mère, en tant que citoyen, je pense que c'est notre responsabilité à chacun d'éduquer nos petites filles, jeunes filles, au sein des plus petites classes. Alors, en tant que maire du Havre, avez-vous des initiatives ? La question que vous posez, elle est frappante, parce que là, je vous regarde. Alors justement, ce que je voulais vous êtes quand même proposer... très masculin. Hein. Ça a été pire, certaines années. C'est vrai ? Ah, ça sentait vraiment la chaussette. Hein. Je voulais vous proposer de faire monter toutes les femmes sur scène, puisque le CRIP adhère aux femmes du numérique, pour qu'on puisse prendre une photo avec vous, et vous aurez une idée de la place des femmes dans le numérique. Alors, avec plaisir. Juste un mot avant, si vous me permettez. Juste un mot avant. Sur les questions d'école. Parce que pour plein de raisons, elles me passionnent. En général, on les traite de façon normative ou par l'angle des moyens. Il n'y a pas assez de moyens pour l'école, il faut plus de moyens. Je pense que c'est le plus mauvais angle pour traiter le sujet, puisqu'on est face à un système qui utilise de plus en plus de ressources année après année et produit des résultats de moins en moins bons. En général, enfin moi je dis ça, je dis rien, hein, mais quand vous avez un système qui utilise de plus en plus de ressources pour produire des résultats de moins en moins corrects, c'est pas un problème de ressources. Il y a un truc à l'intérieur qui n'est pas simplement un problème de ressources. Et je pense fondamentalement que le cœur du sujet, c'est un sujet de pédagogie. Alors, ce n'est pas du tout une critique systémique des professeurs, de leur incapacité, ce n'est pas le sujet. Je viens d'une famille de profs et je sais ce que je dois à l'éducation nationale, et j'aime ça. Mais c'est un sujet de pédagogie, c'est un sujet de comment est-ce qu'on fait pour développer la curiosité, la prise de risque, le travail collectif, comment est-ce qu'on fait pour donner le goût de la science. Un des enjeux, à mon avis, majeurs des 10 années qui viennent pour la France, c'est de produire 2 à 3 fois plus d'ingénieurs ou équivalents, si j'ose dire, en France. J'en suis convaincu. Et donc, il faut donner le goût de la science. Et donner le goût de la science, c'est laisser les gens se planter. C'est faire très exactement l'inverse de ce que j'ai subi quand j'étais élève, ce qui explique d'ailleurs très largement pourquoi j'étais très mauvais en mathématiques et très mauvais en physique, alors que s'agissant de la physique, le sujet me passionne. Parce que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Alors avec moi, peut-être qu'avec d'autres ça a très bien marché, la preuve. Et donc le cœur du sujet est un sujet de pédagogie et un sujet de qu'est-ce qu'on transmet et comment est-ce qu'on le transmet. Ça c'est un défi, c'est merveilleux. Et peut-être que si on règle ce défi-là, on donnera envie aussi à des jeunes filles de s'intéresser à ces sujets-là. Mais je ne crois pas du tout qu'il faille, dans le cadre actuel, là, où on met beaucoup de moyens et on a des résultats qui sont moyens, c'est le moins qu'on puisse dire, se dire « Ah oui, mais en plus, c'est incompréhensible, les filles, elles ne veulent pas faire de sciences. » On peut se le dire, et on peut dire que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas un problème de normes, c'est un problème de goût, c'est un problème d'appétence, c'est un problème d'envie. Et ça, c'est un problème de pédagogie. Pour la photo, vous êtes d'accord, hein ? Porter les couleurs du numérique féminin avec une équipe, pléthorique. Mesdames, donc, vous êtes invitées sur scène. Pour faire une photo avec Édouard Philippe en gardien de but, si j'ose dire. Comme au foot. Bravo!